tu peux commencer par te présenter et après on va tous te suivre sur la masterclass qui sera dans tous les cas rediffusée. C'est ça, totalement. Et puis, j'aime bien papoter, vous allez voir, donc c'est bien si je commence par me présenter. Du coup, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe depuis 2018. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes dans mon cabinet, beaucoup plus que ce qui est noté depuis, parce que c'est une vieille masterclass que j'ai déjà faite en 2020. Donc voilà, j'ai toujours un cabinet dans le sud de la France, près d'Avignon, donc dans la commune de Malaucène, pour ceux qui connaissent le Mont Ventoux. Je me suis spécialisée un petit peu au fil du temps dans tout ce qui était maladies auto-immunes, maladies pro-inflammatoires, parce que je suis moi-même atteinte de la maladie d'Hashimoto, ce qui fait que je me suis tournée vers la naturopathie à un moment donné pour trouver un certain confort en fait dans ma vie. Et en 2020, j'ai commencé à accompagner les personnes qui souhaitaient devenir naturopathes, donc via des programmes en ligne, des masterclass, etc. Je me suis un petit peu devenue entre guillemets mentor, accompagnatrice, soutien scolaire, voilà. Vous pouvez retrouver en fait ma masterclass de prépa devenir naturopathe qui peut vous permettre d'acquérir toutes les bases à la naturopathie. Alors, donc au programme de cette masterclass, c'est un vaste sujet et j'adore ce sujet-là. Donc, on va avoir 3 temps. Le premier temps, ça va être sur vraiment l'aspect législatif et la sécurité des données de vos consultants. Un deuxième temps sur l'anamnèse en tant que telle, sur quelles sont les questions, quelles sont les sphères à connaître, les questions à poser, etc. Et en troisième partie, on aura plus un petit moment posture, donc quelle posture adopter en cabinet en tant que thérapeute, quelles sont les bonnes choses à faire et les moins bonnes choses à faire, on va dire entre guillemets, et on va pouvoir adopter, voir un petit peu une conduite de séance, ce que j'appelle une posture de thérapeute à adopter. Super. Alors, la partie 1, donc la sécurité des données des consultants. Ça, c'est vraiment pour moi primordial et c'est hyper important à prendre en compte. C'est quelque chose d'hyper important quand on est naturopathe, parce que dites-vous bien que moi par exemple sur mon ordinateur j'ai ce qu'on appelle des données sensibles, concrètement. Si un jour je me le faisais voler, que je l'avais pas sécurisé comme je l'ai aujourd'hui, les gens pourraient tomber sur des anamnèses de consultation avec des données personnelles, des moments très vulnérables des personnes, des fragilités de personnes, des adresses personnelles, des choses de ce type là. Donc ça hyper important et très strict on va dire sur ce côté là, et je vais vous donner donc des petits tips pour bien sécuriser vos données. Et c'est aussi quelque chose d'important à communiquer en fait à vos consultants pour qu'ils aient confiance en vous, donc à communiquer que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet, etc., ou lors d'une consultation, de bien dire que c'est important, voilà, de la manière dont vous allez stocker les données clients, la manière dont vous allez tout simplement sécuriser et avoir ce côté confidentiel en fait avec vos données clients. Donc plusieurs tips en fait au niveau donc du stockage de vos anamnèses. Vous dans votre ordinateur professionnel, vous pouvez déjà commencer par le verrouiller, donc avec le simple mot de passe pour rentrer dans votre ordinateur, et n'hésitez pas à avoir des dossiers coffre-fort, donc avec un deuxième mot de passe pour pouvoir rentrer dans les dossiers. Comme ça fait déjà un deuxième passage par feu en fait pour éviter que vos données soient détenues. Ensuite, au niveau légal, en fait, au niveau RGPD, vous avez l'obligation d'avoir un antivirus et un anti-malware puissant et payant. C'est obligatoire par rapport à la loi d'avoir un antivirus puissant et payant. N'hésitez pas également à détruire les données de vos consultants au bout d'un certain nombre d'années. Ça ne sert à rien de les stocker très longtemps. Moi, généralement, je les supprime au bout d'1 an, parce que même si le consultant revient me voir, généralement, c'est plus pour la même problématique et ça ne me sert à rien en fait de stocker ce type de données-là. Et vous devez avertir en fait au moment que vous avez votre client en fait dans votre cabinet, lui dire que vous allez stocker vos données pendant tant de temps, etc. Je vous invite également, donc si vous avez un cabinet physique, donc comme moi, d'avoir une armoire qui ferme à clé ou à digicode, peu importe, et donc de bien ne pas laisser la clé dessus. Si vous avez un jour en fait un contrôle qui se passe, et sachez que les naturopathes, moi je me suis déjà fait contrôler et c'est quelque chose de récurrent dans notre métier, et au plus on va aller vers une législation et un encadrement du métier, au plus on sera contrôlé. Donc d'avoir une armoire qui ferme à clé avec tout ce qui peut être données sensibles
à ce niveau-là. Sachez aussi que, bon, moi, j'ai jamais été concernée par ça, mais si un jour vos données de consultance ont fuité à la suite d'un virus, d'un malware ou peu importe sur votre ordinateur, la gendarmerie peut vous demander de détruire votre ordinateur. Donc, votre ordinateur, je vous conseille de n'avoir que des données professionnelles dessus et de ne pas avoir de données personnelles au risque de peut-être les perdre tout simplement. Faites attention également si vous avez des disques durs ou des clés USB, etc. Pareil, donc toujours les disques durs, les clés USB dans une armoire fermée à clé. Code, digicode pour rentrer sur les dossiers dans les disques durs, les clés USB, ça c'est toujours hyper important. Donc aussi au niveau, donc voilà, vous avez un cabinet physique, donc détenir une armoire qui ferme à clé. Et si vous faites des consultations en visio, ce qui est également mon cas, vous pouvez utiliser des logiciels qui sont aux normes RGPD. Donc l'idéal, en fait, c'est toujours utiliser des logiciels français. Même moi, aujourd'hui, qui par exemple, je fais tout ce qui peut être masterclass en ligne, etc. Par exemple, j'utilise la plateforme de vente Cuneo qui est aux normes RGPD, comparé à d'autres plateformes qui peuvent être comme... je pense à System.io, etc., qui sont aux normes américaines et qui sont plus compliquées à mettre aux normes RGPD. Et le fait d'utiliser toujours des plateformes françaises ou européennes, dans tous les cas, vous êtes sûr qu'à ce niveau-là, vous serez au top. Donc les plus connus, donc il y a Skype, il y a Zoom également, que je n'ai pas cité, et vous avez Tixeo qui est recommandé par la CNIL, qui est un logiciel généralement utilisé par les médecins, donc qui permet en fait de faire des consultations en visio. Et voilà. En tout cas, le conseil que je vous donne dans votre anamnèse, c'est de parler par langage codé, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez noter les informations de votre client, créez-vous un code qui permet en fait à que vous, en fait, de comprendre ce que vous notez sur l'anamnèse. Donc, par exemple, s'il y a une pathologie, moi, je ne sais pas, une pathologie thyroïdienne, au lieu de marquer pathologie thyroïdienne, vous pouvez mettre un truc comme pathos, TIRX ou quelque chose comme ça. Ça fait qu'il n'y a que vous qui pouvez le comprendre, ou en tout cas, c'est compliqué à déchiffrer, mais n'écrivez pas, en fait, tout. Déjà, vous allez gagner du temps en écrivant, mais voilà, n'écrivez pas tout d'un coup. C'est le conseil que je peux vous donner. C'est lors de mon dernier contrôle, en fait, c'est le contrôleur qui m'a donné cette astuce-là, qui m'a dit, je vous conseille en fait sur vos anamnèses de ne jamais noter les choses en entier, de toujours faire des abréviations qu'il n'y a que vous pouvez comprendre. Ça permet, voilà, si un jour on ne sait jamais, vous faites voler votre ordinateur, les personnes arrivent à hacker votre code, à hacker les coffres forts, etc., à accéder en fait aux données de vos consultants, au moins ils ne comprendront pas entre guillemets ce qui est écrit. Donc voilà. Et après, vous pouvez également utiliser des logiciels comme par exemple Henri pour la facturation. Moi j'utilise ce logiciel-là qui est un logiciel français et gratuit et qui permet en fait de rentrer l'adresse postale des gens dans le logiciel, etc. Ce qui permet de sécuriser. Puisque ce qui craint entre guillemets le plus dans une anamnèse, ça va être voilà, tout ce qui peut être données postales, numéro de téléphone, etc., etc. Donc du coup, pour pas que ça fuite un petit peu dans tous les sens. Mais concrètement, à part pour la facturation, vous n'avez pas besoin de l'adresse postale de vos consultants. Donc maintenant on sait comment faire pour sécuriser une anamnèse, on va voir comment construire une anamnèse. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc une anamnèse, elle peut se présenter sous différents formats, soit un fichier .doc, soit un dossier papier, donc une feuille de papier que vous pouvez imprimer, vous pouvez faire des grilles, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez faire un dossier Excel. Enfin, ça, c'est un peu une affinité. Moi, j'ai un dossier .docs. En fait, j'ai un tableau tout simple que j'ai créé sur un doc avec toutes mes questions, toute mon anamnèse qui me permet, en fait, après de remplir ce fichier. Vous avez également aujourd'hui des logiciels qui existent et qui permettent en fait de rentrer l'anamnèse sur le logiciel. Donc vous avez le logiciel Jupyter, le logiciel Naturosoft et Itiaki. J'ai premier. Vous pouvez contacter, voir un second avis, de voir un petit peu comment est construit l'anamnèse chez eux, d'avoir un peu une trame, ça peut vous aider sur plusieurs points. Et voilà, ça c'est vraiment à vous de voir, mais ça peut être intéressant. Le logiciel Jupyter, il est très très bien et très bien construit pour les naturopathes. Il est vraiment aux normes RGPD, etc. Il est
Il est très très bien, très performant, comparé au logiciel Naturosoft qui est très vieux, qui a été fait dans les années 2000 et qui est un petit peu dépassé, j'ai envie de dire aujourd'hui. Le logiciel Jupiter est beaucoup plus à la page, hein, concrètement. Au niveau, donc, qu'est-ce qu'une anamnèse et c'est quoi le but d'une anamnèse? Donc, le but d'une anamnèse, c'est de récolter des informations de votre client, de votre consultant, pour avoir une idée de son terrain, de son tempérament, de sa toxémie, de sa vitalité et de son hygiène de vie actuelle. Donc, le terrain, qu'est-ce que c'est? Le terrain, moi, je compare toujours le terrain avec un potager. Donc, un naturopathe, quand il arrive face à un potager, il va pas regarder les légumes en tant que tels, il va voir comment est la terre. Est-ce qu'il y a la terre est assez riche ou trop pauvre? Est-ce que la terre est humide ou trop sèche? Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Et quelles mauvaises herbes poussent sur la terre? Il va regarder également tout ce qui peut être parasites. Il va regarder, voilà, est-ce qu'il y a des chenilles, est-ce qu'il y a des limaces, est-ce qu'il y a des escargots, est-ce qu'il y a des bêtes, etc., qui attaquent les légumes. Qui, lui, va s'intéresser aux légumes. Voilà. C'est une petite métaphore qui peut vous aider, en fait, à savoir quel est un terrain. Si on prend l'exemple, par exemple, je prends mon exemple de moi avec ma maladie d'Hashimoto, donc qui est une maladie auto-immune. Mon terrain, concrètement, je suis dans un terrain qui a une tendance à la pro-inflammation. Donc, je peux inflammer, on va dire, de façon assez récurrente. J'ai une fragilité à ce niveau-là. Donc, j'ai un terrain qui est hormonofragile également. Donc, c'est-à-dire que toutes mes glandes, comme j'ai la thyroïde qui est en fragilité, toutes mes glandes peuvent être en fragilité. Donc, je sais, quand j'arrive sur un terrain d'une personne qui a Hashimoto, il faut que je fasse attention à certains points parce que c'est une fragilité chez ces personnes-là. Si ça vous paraît assez lointain comme idée, etc., vous inquiétez pas. Je sais que la notion de terrain, elle est compliquée pour les bébés, entre guillemets, naturopathes. Quand on commence à comprendre la naturopathie, c'est un peu... c'est un petit peu... on n'arrive pas à bien cerner c'est quoi exactement un terrain. Vous inquiétez pas, avec le temps, ça va arriver. On a donc la notion de tempérament. Les tempéraments, c'est les constitutions, c'est voir nos fragilités ou nos futures fragilités. C'est faire vraiment notre action de naturopathe. Donc un naturopathe, il n'est pas là pour traiter des pathologies. Un naturopathe, à la base, il est là pour qu'on évite de tomber malade et qu'on évite de développer des maladies. Développer pour de la prévention. Sauf qu'aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, donc surtout en Europe, on est plutôt là on va dire dans les personnes en errance médicale totale. Donc ça fait des années et des années qui vont de médecin en médecin, ils n'arrivent pas à trouver de solution, donc ils se tournent vers la naturopathie un peu en dernier recours. Mais on peut voir notamment, je pense que Flavio, s'il est en Asie, peut en témoigner. Par exemple, quand on va en Asie, notamment en Chine, qui ont les médecins traditionnels chinois, la Chine, par exemple, les Chinois vont 4 fois par an voir leur médecin traditionnel chinois faire de l'acupuncture pour toujours être en prévention de leur fragilité, qu'est-ce qui se passe dans leur organisme, comment ça se découle à ce niveau-là. On a aussi en France, comme on a la Sécu, et dans beaucoup de pays très modernes, etc., vu qu'on a la Sécu, on ne prend pas soin de sa santé parce qu'on sait que le jour où on va tomber malade, on a tout ce qu'il faut pour prendre soin de notre santé etc. Il y a l'Obamacare depuis quelques années, mais c'est l'un des pays au monde qui prend le plus de vitamines, de minéraux auprès de votre public en disant non, moi je suis là même si tu es en bonne santé, au contraire, moi je vais t'aider à rester en bonne santé, ils viennent vous consulter. Moi, depuis 2017 que je consulte, j'ai vu une réelle évolution de la part de mes consultants et de mes clients. Maintenant, j'ai de plus en plus de personnes en bonne santé qui viennent en cabinet. Et dernièrement, j'ai même eu une étudiante en 2e année de médecine qui était très intéressée par la naturopathie et qui, justement, pour elle, le métier de naturopathe a sa place en fait dans la médecine et elle est venue me consulter parce qu'elle voulait en savoir plus, elle avait envie de prendre soin d'elle. Il y avait des petits trucs, comme elle était étudiante, surbookée, beaucoup de stress, etc. Elle voulait prendre soin d'elle et elle est venue me voir parce que justement, elle a pris tout le sens en fait du métier de naturopathe.
Donc on a également, donc voilà, le tempérament c'est la constitution, c'est-à-dire c'est quelles sont les fragilités des personnes. Donc la génétique, on peut voir en fait par les tempéraments, je vous recommanderai un super livre en fin de live qui vraiment je vous conseille, pour moi c'est le livre à lire de tous les étudiants naturopathes, c'est une bible et c'est le livre que j'ai toujours en consultation qui me permet de me référer. Donc on voit en fait un naturopathe, vous allez voir, vous allez avoir la déformation professionnelle à force. On voit une personne, en fait, on peut voir les tendances de pathologie qui peut le développer au fil du temps, que ce soit des maladies dégénératives, neuro-inflammatoires, etc., etc. Donc, le tempérament, c'est tout simplement voir les tendances, en fait, de maladies et de développement pathologique se faire avec le temps. On a également donc la toxémie. C'est important d'évaluer la toxémie. Donc la toxémie, elle est soit colle, soit cristaux et elle est toujours générée par un organe qui s'appelle émonctoire. Un émonctoire, c'est un organe éliminateur qui au quotidien en fait va venir filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc les organes éliminateurs, on en a deux principaux qui sont les reins et le foie intestin. Bon ben voilà, moment glamour de la masterclass, mais par pipi et par caca, ben concrètement au quotidien en fait le corps va éliminer ce qu'il n'a pas besoin. Donc quand on va à la selle, quand on va faire pipi, on élimine ce trop plein par l'alimentation, mais même parce qu'on peut se mettre sur la peau, parce qu'on peut respirer, etc. Quand ces deux émonctoires sont saturés de toxémie, ils vont chercher des émonctoires relais. Donc les émonctoires relais, on a la peau qui est un émonctoire qui est mixte, donc qui peut autant filtrer des colles comme des cristaux. On a également l'émonctoire poumon qui lui filtre tout ce qui peut être de type cristaux. Donc c'est pour ça que très souvent un naturopathe, quand vous allez le voir que vous avez une sinusite chronique, il va vous dire ça vient du foie, ou quand vous avez un eczéma ou un psoriasis, il va vous dire ça vient du foie ou des reins. C'est parce que on va toujours chercher la cause de la problématique, et ça sert à rien de prendre des plantes pour la peau si vous avez un eczéma ou si vous avez un psoriasis, parce que la problématique c'est pas la peau, c'est les reins ou le foie qui derrière en fait sont en trop plein de toxémie et cherchent en fait à évacuer le trop-plein. Donc, on a également un cinquième émonctoire, mais qui est réservé que aux femmes cette fois-ci. C'est l'émonctoire utérus-vagin, donc via les règles et via les pertes blanches. Donc, toutes les semaines et un cycle par mois, on vient éliminer le trop-plein de toxémie. C'est aussi pour ça que les femmes en ménopause ont très souvent un problème de surcharge pondérale qui s'inscrit, où les personnes vont avoir un peu plus de surpoids ou un peu plus de mal à éliminer de la toxémie, parce qu'il y a complètement un émonctoire en fait qui se bouche entre guillemets, qui arrête de fonctionner, et donc du coup il faut bien que le corps trouve un autre moyen en fait de libérer la toxémie. On va également avoir donc cette notion de vitalité. Nous, notre objectif en tant que naturopathe, c'est vraiment ce travail sur la vitalité. Donc, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de savoir comment cette force vitale, donc aujourd'hui, nous, en Occident, on appelle ça force vitale, mais en Chine, ils appellent ça le Qi, en Inde, ils appellent ça le prana. Dans toutes les, j'ai envie de dire, dans toutes les tribus et dans toutes ces notions en fait depuis empirique, on parle en fait de vitalité, de force vitale. C'est notre processus d'auto-guérison. Donc dans notre corps, on a cette force vitale, ce processus d'auto-guérison, cette force en fait en nous-mêmes qui fait qu'on va s'auto-guérir. Sauf qu'aujourd'hui, avec nos modes de vie occidentaux, cette force vitale, elle peut être altérée. Et c'est généralement lorsqu'elle est altérée qu'on développe des pathologies X ou Y, des pathologies hormonales, des pathologies auto-immunes, etc., etc. Donc, le but d'une anamnèse est de venir quantifier cette force vitale pour savoir est-ce que je peux travailler sur la toxémie, est-ce que je peux travailler sur le terrain, est-ce que la personne elle a assez de vitalité pour travailler sur le terrain, sur le tempérament, sur la toxémie, ou est-ce qu'il faut que je remonte cette force vitale. C'est un petit peu un curseur pour savoir où c'est qu'on va. Et après, on doit avoir toutes ces notions d'hygiène de vie actuelle, comment la personne dort, comment la personne mange, comment elle gère sa gestion du stress, est-ce qu'elle est stressée, qu'est-ce qu'elle fait de son quotidien, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle fait pas de sport, quelle est son activité physique quotidienne, etc., etc. Alors, la première base qu'on peut avoir, c'est les différentes sphères.
Donc ça, les différentes sphères, je vous ai classifié dans cet ordre-là, mais je dirais qu'il faudrait limite le faire à l'envers. Les différentes sphères, ça c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, le mental et le psycho-émotionnel, c'est plutôt quelque chose que je vais aborder en deuxième consultation. Après, il y a certains naturopathes qui sont très spécialisés dans le mental et le psycho-émotionnel et qui vont, on va dire, entre guillemets, rentrer dans le vif direct lors de la première consultation. Moi, j'aime bien d'abord commencer par établir vraiment un moment de confiance en fait avec la personne, de créer vraiment un lien de confiance. Donc c'est vrai que tout ce qui peut être mental, psycho-émotionnel, je le fais plutôt soit vraiment à la toute fin de la première consultation quand je sens que c'est bon, ou en deuxième consultation. Après, donc, on a toute la sphère physique, donc c'est vraiment le biologique, le corps. On a également donc toute la sphère environnement, donc tout ce qui est exogène en fait à la personne, tout ce qui est extérieur à la personne, donc son travail, sa famille, son lien avec la nature, etc., etc. On a l'alimentation, donc tout ce que la personne se met à l'intérieur du corps. On a le sommeil, donc la récupération, donc comment cette personne récupère. Et on a les émonctoires, donc ces organes éliminateurs. Donc ça, les sphères, en fait, on va voir que pour chaque sphère, on a tout un nombre de questions à poser. Mais ça, c'est vraiment à vous de savoir comment vous les articulez dans votre quotidien. Moi, c'est vrai que je commence plutôt par des choses très bateaux, donc c'est-à-dire comment la personne va s'alimenter, comment la personne au niveau physique ça se passe, ses antécédents médicaux, etc. pour vraiment commencer à créer ce lien. Quand moi je reçois une personne en consultation dans mon cabinet, j'ai toujours un petit moment au début où je prépare un thé, une tisane, on discute un peu de la pluie et du beau temps. Ça peut paraître anodin, mais moi, je suis déjà dans ma posture de thérapeute de décoder, en fait, de savoir comment ça se passe en elle, de voir comment elle se met sur la chaise, comment ça se passe. Est-ce que elle est ouverte? Est-ce que elle parle? Ou est-ce qu'elle est plutôt renfermée? Il faut que j'aille vraiment pêcher les informations. Moi, déjà, en fait, la personne passe la porte du cabinet, je suis déjà, en fait, dans un processus de me dire comment je vais pouvoir articuler mes sphères. Et après, j'ai envie de vous dire aussi que parfois ça peut se passer pas comme vous le souhaitez et vous allez commencer à parler, etc. Puis la personne, elle va vous amener dans un autre truc, etc. Et elle va jongler en fait dans différentes sphères, et donc du coup en fait c'est elle qui va mener la séance en disant voilà, au travail machin, mais au travail vous savez moi je mange comme ça, puis je fais ci, puis je fais ça, etc. Donc au final c'est important d'avoir des informations sur toutes les sphères, mais j'ai envie de dire c'est à vous d'articuler comme vous souhaitez. Donc, moi, je commence toujours quand même au moment du rendez-vous, donc au moment où la personne m'appelle, me dit « je souhaite un rendez-vous avec vous », de faire tout ce qui est administratif. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, le nom, le prénom, l'adresse postale, si la personne veut un remboursement mutuel. Donc, c'est-à-dire que moi, dans tous les cas, je suis obligée d'éditer une facture pour ma comptabilité et je vous conseille de toujours éditer une facture pour votre compta. Comme ça, à la fin du mois, c'est plus facile de compter le nombre de factures que vous avez que d'aller prendre votre agenda, de vous dire telle personne, etc. Donc moi, toujours à la fin d'une consultation, j'édite une facture pour moi et je demande à la personne si elle veut une facture pour elle. Donc je mets l'adresse postale. Je prends l'adresse email qui pour moi est très importante parce que j'envoie en fait le protocole le lendemain de la consultation. Je prends le numéro de téléphone pour pouvoir rejoindre la personne, enfin rappeler la personne s'il y a besoin au moment du rendez-vous, etc., pouvoir la contacter. Je prends la date de naissance également. J'aime bien avoir un ordre d'idée d'âge en fait, parce que je sais que une personne qui va avoir 40 ans, quand elle va passer le cabinet, je vais pouvoir peut-être voir au niveau de sa préménopause, enfin de sa péri-préménopause vraiment, est-ce qu'elle commence à avoir des signes, etc., comparé à une jeune femme de 25 ans où je ne vais pas poser de questions sur sa préménopause. Donc ça me permet aussi de préparer moi ma séance, et je prends également, ce que j'ai pas notifié, le motif de la consultation. Ah si, voilà, le motif de la consultation que je prends en amont. Ce qui me permet également parfois de savoir en fait au moment de la consultation vers quel axe en fait je vais aller et quelles sont les questions que je vais pouvoir poser. Comme je vous l'ai dit, à une femme de 25
45 ans, je ne vais pas lui demander comment ça va votre ménopause. Alors qu'à une femme de 40 ans, je peux lui poser la question, est-ce que vous avez des bouffées de chaleur? Est-ce que vous ressentez des choses de ce type-là déjà ou pas? Ou comment ça s'est passé dans votre famille? Est-ce que les femmes de votre famille ont eu des ménopauses précoces ou pas? Parce que c'est très souvent génétique. Donc ça peut permettre de... Voilà. Donc, au moment en fait où j'ai toutes ces informations, ce qui me permet, donc quand j'ai la personne en cabinet, voilà, les premières questions que je vais poser et que je vais articuler. Donc, je demande la taille et le poids. Donc, le poids, en fait, généralement, je le demande pas en tout premier lieu, mais c'est un bon indicateur de voir, en fait, quand je regarde la personne dans son ensemble, c'est pas pour calculer l'IMC ou quoi, mais c'est pour voir, en fait, on va dire l'harmonie musculaire. Donc, est-ce que la personne, elle va avoir un surplus graisseux ou est-ce que la personne va avoir un surplus musculaire? Ça peut me permettre aussi d'indiquer au niveau des tempéraments, de la base du terrain, de savoir un peu comment ça se passe. Je demande le groupe sanguin. Moi, c'est important. Moi, en tout cas, ça, pas tous les naturopathes vont vous le demander, mais c'est pareil. Ça peut m'indiquer au niveau des tempéraments de comment ça se situe, parce que les groupes sanguins. Donc, si vous connaissez, en fait, je pense qu'il y a des infirmières du groupe qui peuvent se reconnaître à ce niveau-là. On sait en fait que le premier groupe sanguin a été le groupe O, et après, en fait, au fil de l'évolution sur Terre, en fait, de l'homme sur Terre, on a les autres groupes sanguins qui sont nés, en fait, entre guillemets. Donc, par exemple, je sais que le groupe O, le groupe originel, donc le premier groupe sanguin, généralement, les personnes sont un peu plus costauds. Comparé à, par exemple, à un groupe A qui a généralement peut avoir un peu plus de pathologie occidentale, entre guillemets, peut développer voilà, un petit peu plus de pathologie occidentale. Donc moi, j'aime bien avoir un petit peu des indications au niveau du groupe sanguin. Vous avez certains naturopathes également qui peuvent aiguiller au niveau du régime alimentaire. Vous avez des régimes alimentaires attitrés à des groupes sanguins. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient en cabinet qui va être de groupe sanguin A, qui me dit qu'elle est végétarienne, je sais que elle va beaucoup mieux tolérer le végétarisme parce que le groupe A, donc c'est le groupe des agriculteurs, donc c'est le groupe des personnes qui digèrent le mieux tout ce qui est produits végétaux, comparé à un groupe O qui généralement va moins bien digérer les végétaux et va plus consommer des produits animaux, par exemple, va avoir au niveau en fait ADN beaucoup plus d'enzymes, etc. au niveau des produits animaux. Donc moi, ça me permet un petit peu voilà, de savoir comment se situe la personne au niveau de son ADN, hein, concrètement de sa genèse. Je vais lui demander également ses antécédents médicaux. Donc les antécédents médicaux, généralement, toutes les gens vous disent « Oh mais non, mais moi j'ai pas de problème ». Alors là, c'est le moment où vous allez dire « Alors est-ce que dans votre enfance, vous avez eu des sinusites à répétition, des rhinopharyngites à répétition, des angines à répétition ?» Ça permet d'aiguiller au niveau des émonctoires. Les émonctoires, en fait, généralement, quand on est enfant, on a beaucoup de maladies infantile de type angine. Enfin, je suis sûre que si vous avez des enfants dans la salle, vous en avez forcément un qui fait des otites à répétition ou des choses comme ça. C'est généralement un très bon signe. C'est un signe que la force vitale, elle est actionnée. En fait, quand on a des problèmes de santé de type aigu, donc des petites otites, des petites angines, etc., c'est bon signe. Quand on a des signes chroniques, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la force vitale, elle régresse. La force vitale, elle devient de plus en plus petite en fait, dans l'organisme et donc du coup, la chronicité s'installe. Donc le fait aussi de savoir quels sont les antécédents médicaux dans l'enfance, ça permet aussi d'aiguiller au niveau... si par exemple la personne vous dit « Ah ouais, moi j'ai été tout le temps, j'ai eu toute mon enfance de l'eczéma », ben, vous savez que son émonctoire peau, donc vous savez que chez elle, ça s'exprime comme ça. Et très souvent, vous allez avoir... Moi, je sais que j'ai été une petite qui a fait que de l'eczéma. J'ai jamais eu trop de problèmes, sinusite. Moi, j'étais même une enfant qui est jamais trop tombée malade. Par contre, alors moi, tous les eczémas, j'ai vu des dermatologues à l'appel, etc. Et je sais que chez moi, l'émonctoire peau est un émonctoire dont je dois faire attention. Et je suis sûre que dans vos enfants, vous avez un enfant qui fait des problèmes ORL en pagaille, etc. Donc ça, c'est un bon indicateur de savoir, en fait, dans le fil du temps, quand la personne devient adulte, quelles sont ses fragilités et sur quoi vous allez pouvoir, du coup, travailler.
Mais également donc l'hérédité, donc le père, la mère, les grands-parents maternels, les grands-parents paternels, vous n'avez pas besoin de remonter plus haut. Déjà, le père, la mère, c'est pas mal. Donc l'hérédité peut vous permettre de voir un petit peu, est-ce que par exemple dans sa famille il y a des diabètes, vous savez que la personne peut être à fragilité de type diabète, s'il y a des cancers génétiques ou s'il y a voilà, des choses comme ça peut vous permettre d'avoir une action de prévention en fait dans son hygiène de vie, dans le protocole que vous allez pouvoir envoyer par la suite à ce niveau-là. Opération chirurgicale, donc pareil, ça c'est important de savoir un petit peu voilà ses antécédents. Très souvent, quand vous posez la question de antécédents médicaux, ils vous disent non, j'ai rien. Puis quand vous posez la question de opération chirurgicale, ils vont vous dire ah mais oui, j'ai été opérée de un truc, etc. Oui, les groupes sanguins, vous avez un super bon livre à ce niveau-là. Moi, je vous conseille pas d'appliquer le régime groupe sanguin parce que au niveau scientifique, ça a été prouvé que c'est pas quelque chose de concret, mais par contre c'est vrai que ça permet de comprendre comment l'ADN peut avoir une influence sur vos enzymes du foie, etc., sur votre digestion, et donc comment ça se fait que certaines personnes arrivent très bien à supporter un végétarisme et d'autres personnes n'arrivent pas à supporter un végétarisme, par exemple. Pourquoi certaines personnes ont des carences et d'autres non. Les questions intéressantes au niveau biologie également à poser, c'est la grossesse. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à la naissance d'un des enfants ou également à leur propre grossesse, enfin à leur propre naissance, à votre propre naissance? Est-ce qu'au moment de votre naissance, il y a eu un problème? Ça peut vous donner des indicateurs également très importants sur une personne. Moi, je sais par exemple, moi je prends mon exemple parce que c'est le plus simple, on va dire entre guillemets, mais moi je sais que par exemple mon accouchement a été très long. Ma mère est restée 1 semaine à la maternité avant de m'avoir, entre guillemets. Ils l'ont déclenché plusieurs fois, ils ont déclenché ma naissance plusieurs reprises, et je sais que ça a un impact sur mon tempérament aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'impatient. J'ai du mal à attendre, etc. Et parfois, vous pouvez avoir des petites indications qui sont intéressantes. Par exemple, ça s'est très mal passé. J'ai eu le cordon autour du cou. Donc, vous savez, par exemple, que les enfants qui ont eu un cordon autour du cou peuvent présenter des problèmes d'oralité, en fait, dans leur enfance ou même à l'âge adulte. Donc, les problèmes d'oralité, des problèmes avec tout ce qui peut être texture d'aliments ou des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant de demander au moment de votre naissance, est-ce qu'il y a eu un problème ou pas? Est-ce qu'il y a eu des accidents, donc des fractures, des chocs physiques, des chutes, des choses de ce type-là, ça peut être intéressant. Question indispensable à demander, mais ça c'est vraiment l'indispensable, c'est est-ce que vous avez des allergies alimentaires ou médicamenteuses? Donc ça, c'est pour permettre de ne pas faire de conneries derrière en proposant un complément alimentaire. Je ne sais pas, la personne elle est allergique aux fruits de mer, que vous ne proposez pas un complément alimentaire à base de poisson derrière. Ou de faire attention, surtout, moi je fais très attention quand les personnes ont une allergie aux poissons, parce qu'aujourd'hui, tous les compléments alimentaires à base en gélules, c'est généralement de la gélatine de poisson. Donc voilà, faites attention de ne pas conseiller des compléments alimentaires à base de encapsulés en fait dans des choses... des capsules de poisson, pardon. J'aime bien également poser la question, est-ce que actuellement, à part votre motif de consultation, vous avez d'autres problèmes de santé? Donc ça peut être des douleurs dans le corps, ça peut être des problèmes d'insomnie, ça peut être des problèmes de stress, ça peut être tout ce type de problème. J'aime bien le demander parce que, outre votre motif, donc si on prend l'exemple de quelqu'un qui vient pour un problème de thyroïde, thyroïde, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je sais pas moi, une personne qui viendrait pour une perte de poids, est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé outre votre perte de poids? Est-ce que vous souffrez d'insomnie? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous venir? C'est pas mal de poser des questions ouvertes, en fait, où on a toute la possibilité de répondre, en fait, parce que ça permet de savoir... Est-ce que la personne va vous dire non? Ok, bon, mais très bien, elle dit non, donc elle est peut-être dans le déni de pas mal de problématiques par rapport à elle, etc. Ou elle va vous dire, ah oui, j'ai des problèmes de stress, etc. Vous pouvez au moins situer comment ça se passe à l'intérieur d'elle et quelles sont ses priorités et comment vous pouvez articuler en fait derrière les protocoles. Le fait de poser des questions qui peuvent enchaîner beaucoup de réponses, moi je trouve que c'est intéressant de savoir dans quelle posture la personne va se mettre. Également, est-ce qu'elle va se positionner en posture de victime ou est-ce qu'elle va se positionner en truc de non mais j'ai des problèmes mais on s'en fout. Enfin voilà, est-ce qu'elle va être dans une posture assez de résilience? Ça permet de savoir un petit peu l'état mental de la personne. Ça peut être intéressant.
Moi, j'aime bien demander également, est-ce que vous avez des traitements actuels longs ou passés? Donc, est-ce que vous avez pris des compléments alimentaires dans votre vie et qu'est-ce que vous avez pris? C'est intéressant également de demander la prise d'antibiothérapie de longue durée parce que l'antibiothérapie, les antibiotiques ont une action au niveau de la flore intestinale. Donc, si la personne elle a été traitée pendant 6 mois, je ne sais pas pour quelle X ou Y raison d'une antibiothérapie, vous savez que vous avez un protocole à faire au niveau de la flore intestinale. C'est quasiment obligatoire, ne serait-ce que dans son hygiène de vie, d'avoir des aliments qui peuvent être de type lactofermenté comme de la choucroute crue, des légumes crus, du kombucha, donc du thé fermenté, du kéfir, c'est du lait fermenté. Vous avez quoi d'autre? Je réfléchis comme ça de tête, mais j'ai à peu près tout dit. Ça peut être intéressant qu'ils réintroduisent des aliments riches en probiotiques pour réensemencer la flore intestinale qui a été détruite par la prise de traitement. Ensuite, environnement, donc ça c'est tout ce qui est à l'extérieur de la personne. Donc lui demander, ben voilà, vous faites quoi comme métier, dans quel environnement vous êtes en fait. Est-ce que vous avez fait déjà des soins avec d'autres thérapeutes, avec d'autres naturopathes, avec des ostéopathes, avec des médecins traditionnels chinois? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit en fait pendant ces consultations? Ça peut aiguiller. Moi, je sais que la dernière fois, j'ai eu une personne qui me disait, ben là, je suis allée voir un ostéopathe, il m'a touché le foie, il m'a dit que j'avais le foie qui était énorme. Enfin voilà, moi, ça a pu m'aiguiller sur mon derrière sur mon bilan, de me dire bon, mais peut-être que les monctoires foie est à travailler parce que déjà l'ostéopathe a fait en fait a dit en fait a relevé ça, ou ça peut me permettre voilà de savoir un petit peu comment ça se passe. On peut également poser des questions sur la famille, sur les animaux de compagnie, est-ce que la personne a un chien ou quoi, etc. Ah voilà, mais d'ailleurs j'ai la mienne qui arrive. Ça me permet voilà d'avoir un petit peu des indications à ce niveau-là. Quels sont les loisirs, les passions, l'activité sportive? Ça peut être intéressant voilà, d'avoir un petit peu tout l'environnement dans lequel la personne évolue. Il n'y a pas, en fait, ce qu'il faut bien se dire, une anamnèse, il n'y a pas un protocole établi. Il y a tellement de naturopathie, il y a tellement de naturopathes, il y a tellement de façons de pratiquer la naturopathie, il faut que vous créez la vôtre. Et c'est la vôtre en fait qui sera la meilleure. Moi, je vous ai développé dans cette masterclass toutes les possibilités de questions à poser en fait au fil du temps, mais il y en a qui vont voilà. Moi, je sais que généralement tout ce qui peut être thérapie, famille, animaux de compagnie, je vais plutôt le poser en deuxième consultation parce que ça peut être partie de la sphère émotionnelle et je préfère voilà. Moi, je sais que la sphère émotionnelle, je la vois plutôt en deuxième consultation parce que je veux vraiment tisser un lien de confiance avec mon consultant. Je préfère voilà, qu'on prenne le temps, qu'on fasse ces choses petit à petit. Et les consultants viennent me voir parce qu'ils savent que je suis comme ça. Après, il y a d'autres naturopathes qui, au contraire, travaillent vraiment sur la sphère émotionnelle. Et en première consultation, ils vont de suite vous poser la question, mais comment ça se passe à votre travail? Est-ce que vous avez des bons liens? Comment ça se passe pour vous? Après, on a donc toute la sphère alimentaire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de poser la question, racontez-moi une journée dans votre assiette. Donc, à partir du matin où vous posez le pied en dehors de votre lit jusqu'au soir où vous êtes dans votre lit, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que vous buvez, comment vous vous hydratez, comment ça se passe en fait dans votre quotidien. Et moi, j'aime bien en fait que les personnes me racontent ça parce que ça peut être indicateur de pas mal de choses. Au contraire, la question, vous prenez quoi à votre petit déjeuner, vous prenez quoi à votre déjeuner? Parfois, on a des personnes qui peuvent éviter de nous dire qu'ils boivent 10 cafés dans la matinée ou des choses comme ça. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi au niveau de l'alimentaire, parce que très souvent, les personnes qui viennent consulter un naturopathe vont avoir un petit peu ce truc de se dire « Oh là là, va falloir que je fasse plein de changements alimentaires, ça va pas être possible, ça va pas me plaire. » Et moi, j'aime bien justement, quand je passe à la sphère alimentation, parler de plusieurs choses. Donc, commencer à parler en disant, vous savez, au niveau de l'alimentation, moi, je suis pas dogmatique. L'idéal, c'est quand vous êtes chez vous, vous allez avoir une alimentation assez cadrée, donc voilà, équilibrée, etc. Mais le samedi soir, il n'y a pas de souci, vous pourrez manger une pizza avec des copains. Voilà, l'objectif... Hop, j'ai ma chienne qui vient nous voir. L'objectif, c'est pas d'avoir une alimentation, mais limite orthorexique à penser, etc. Et
Et moi, voilà, j'aime bien dire, il y a pas de mauvaise façon de faire ou de bonne façon de faire. Il y a votre façon de faire et on va travailler ça ensemble. Et n'hésitez pas à me dire au niveau alimentaire tout ce que vous faites. Parce que vous allez voir qu'au fil des consultations, vraiment, la sphère alimentaire, c'est vraiment la sphère où les gens vous mentent le plus. En fait, moi j'ai réussi à un petit peu découvrir ça au fil du temps parce que les gens voilà ils vont me dire ah non mais je mange des légumes à tous les repas etc. Et en fait quand vous creusez bien le truc oui il y a des légumes mais peut-être pas en assez bonne quantité ou en assez bonne qualité etc. Donc moi j'aime bien voilà parler et parler un petit peu de tout ça. Donc, je vous ai fait des questions un petit peu préétablies au niveau de la sphère alimentaire. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est allez, vous me faites une journée dans votre vie. Donc, le matin, est-ce que déjà vous buvez de l'eau en fait quand vous sortez de votre lit? C'est déjà la base de la base. On remet le digestif en route. Votre digestif, ça fait 10 heures qu'il a rien bu, rien mangé, qu'il a fait tout son taf, qu'il a mobilisé toute son énergie pour digérer tout ce qu'il avait à digérer. La base de la base, on commence par un verre d'eau tiède. Un grand verre d'eau tiède, c'est vraiment l'indispensable pour commencer votre journée, remettre le système digestif en route. On évite le café, voilà. Les personnes qui boivent du café à jeun, c'est pas possible. Voilà, on refait des petites choses simples à mettre en place, mais qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi la notion de fatigue après le repas. Ça peut être très intéressant. Est-ce que vous êtes fatigué après un repas? Donc, si vous êtes fatigué après un repas, c'est que le repas en lui-même, il n'a pas été efficient. Normalement, on ne doit jamais être fatigué après un repas. Oui, on a ce petit côté un petit peu somnolent parce que tout d'un coup, toute l'énergie va dans le digestif pour pouvoir digérer ce qu'il y a à digérer. Mais fatigue où on baille, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne peut pas, on se dit oh là là j'aimerais bien aller faire une sieste, normalement ça ne doit pas se passer. Donc de poser bien la question est-ce que vous êtes fatigué après un repas, ça peut me permettre d'évaluer la force vitale de la digestion, du système digestif et de savoir en fait où est-ce que ça se passe bien ou pas bien, ou est-ce que dans l'alimentation en lui-même, est-ce que ça se passe bien? Moi, je sais que les personnes qui font des repas qui sont très diversifiés, où il y a plusieurs sources de protéines, plusieurs sources de glucides, plusieurs sources de lipides, etc., très souvent, ça accompagne une fatigue après le repas. On essaye de diminuer ça, donc on prend qu'une seule source de protéines, qu'une seule source de lipides, qu'une seule source de glucides et une seule source de légumes, et généralement, de suite, les personnes vont mieux. Surtout que nous, en France, on a ce sacré défaut de manger au moment du repas, que ce soit du midi ou du soir. On a généralement un steak, des pâtes accompagnées à ça. On va avoir un bout de pain, un bout de fromage. Derrière ça, on va avoir un dessert qui contient du lactose encore plus. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de choses pour le digestif à assumer. Donc, généralement, rien que de réduire plusieurs sources en fait d'aliments, de partir sur vraiment un déjeuner beaucoup plus simple, ça réduit drastiquement la fatigue après les repas. La mastication aussi, c'est très important. Alors moi, je ne le demande pas, mais en fait, à la fin de la consultation, quand j'ai fait la sphère alimentaire, je le dis systématiquement en fait aux consultants, va falloir plus mastiquer parce que 90% des personnes ne mastiquent pas assez. Donc, généralement, ça, c'est le conseil à chaque fois quand j'ai fini la sphère alimentaire. Je leur dis, bon, mais les choses à faire, ça va être déjà, on mastique plus. Parce que ça, on ne mastique pas assez. Ensuite, toute la sphère sommeil. Donc ça, c'est intéressant de poser des bonnes questions pour savoir comment la personne dort au quotidien. Est-ce qu'elle fait des réveils nocturnes? À quelle heure? Est-ce qu'elle a une bonne qualité du sommeil? Est-ce que le matin, elle se lève fatiguée? Si une personne se lève fatiguée le matin, vous savez qu'elle a un taux de cortisol qui est trop élevé dans son sang. Donc, vous savez en fait que généralement, les personnes qui sont fatiguées le matin et qui sont en forme le soir, c'est beaucoup les entrepreneurs, etc. Je pense à ça. Beaucoup de personnes sont dans ce type de cadre. Ça, c'est trop de cortisol le matin et trop d'hormones de stress le soir. Donc, c'est important d'avoir des bons réflexes, ne serait-ce que, par exemple, de réintroduire un petit déjeuner. Il y a des petits réflexes comme ça peut faire le sujet d'autres masterclass. Mais voilà, vous avez des bonnes petites questions au niveau du sommeil à poser pour savoir comment ça se passe. Après, on fait un check-up de tous les émonctoires. Ça, pour moi, c'est obligatoire à faire dans la première consultation. Donc, c'est comment ça se passe. Donc, déjà, au niveau des premiers émonctoires primaires. Donc, le foie et l'intestin.
Comment ça se passe à la selle? Est-ce que vous y allez tous les jours? Est-ce qu'elles sont molles? Est-ce qu'elles sont jaunes? Est-ce qu'elles sont blanches? Est-ce qu'elles sont trop noires? Est-ce que vous avez des ballonnements, des rots, des paies? Est-ce que vous avez de l'acidité gastrique? Comment ça se passe au niveau de la digestion globale? Est-ce que vous avez du cholestérol? Est-ce que la langue, elle est chargée le matin? Vous avez une langue pâteuse et c'est hyper désagréable. Ça me permet de savoir comment ça se passe en fait au niveau du digestif. Au niveau des reins, est-ce que vous avez de l'infection urinaire? Est-ce que vous allez faire pipi? Comment ça se passe? Est-ce que vous allez faire pipi la nuit? Ou est-ce que vous faites assez pipi? Est-ce que quand vous avez pipi, vous allez faire pipi? Il y a beaucoup de personnes qui se retiennent et ça, c'est pas bon pour la vasopressine, donc l'hormone en fait qui donne envie de faire pipi. Donc c'est important voilà, de savoir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Au niveau de la peau, est-ce que voilà, vous avez eu déjà de l'eczéma, du psoriasis? Est-ce que vous avez des cheveux gras, la peau sèche, de l'acné, de l'urticaire? Comment ça se passe à ce niveau-là? Au niveau des poumons, est-ce que vous avez des problèmes respiratoires? Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous avez une sinusite, bronchite chronique? Est-ce que vous avez le nez qui coule l'hiver ou des glaires régulières, etc. etc. Au niveau utérus-vagin, mais comment ça se passe? Vos menstruations, est-ce que vous avez des menstruations de type hémorragique? Est-ce que vous avez de la douleur? Est-ce que vous avez trop de pertes blanches ou pas? Ça, c'est des bonnes questions aussi à poser. Et après, quand on a fait en fait ce gros check-up alimentaire, environnemental, un peu psycho-émotionnel, on peut également s'attarder sur d'autres appareils, d'autres systèmes en fait de l'organisme. Ça, c'est vraiment un peu plus d'affinité. Mais voilà, si la personne, elle vous dit dans son hérédité, il y a eu des problèmes circulatoires, mais comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez également des jambes lourdes, etc. Est-ce que vous avez des douleurs aux articulations si dans l'hérédité, il y a de l'arthrose? Quand j'ai un petit peu déterminé les tempéraments de la personne, je sais que la personne, par exemple, va pouvoir avoir d'autres problèmes hormonaux, des choses comme ça, mais je peux poser en fait des questions par rapport à ça. Ou après, je peux le mettre en deuxième consultation. Ça, c'est vraiment... voilà, comment ça se passe. Moi, j'aime bien poser au niveau psycho-émotionnel. Donc ça, moi, je le fais en deuxième consultation, mais c'est à vous de voir. Donc, quelles sont les émotions que vous vivez le plus? Ça, j'aime bien poser cette question-là parce que c'est pareil, c'est une question ouverte qui permet vraiment au quotidien et c'est une question qui surtout permet souvent une remise en question intérieure où les gens, ils vont... tout d'un coup, ils vont bloquer pendant quelques secondes et ils vont se dire « Ah mais ouais, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je ressens le plus en fait au quotidien ?» Et il y a un petit peu, voilà, tout ça qui se passe dans le corps. Donc du coup, c'est une question ouverte qui est très intéressante à poser. Moi, j'aime bien en tout cas la poser. Je trouve qu'elle est très, très intéressante à poser. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluerez-vous votre stress? Ça peut permettre de savoir quel exercice de gestion du stress je vais mettre derrière. Est-ce que vous avez déjà fait des crises d'angoisse? Est-ce que vous avez eu des chocs émotionnels dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu des deuils à faire? Ça peut être intéressant. Au niveau donc des tempéraments, moi je vous conseille le livre de Daniel Kiefer. C'est un livre qui est énorme. Il est énorme, je crois qu'il fait plus de 600 pages ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment le livre que tous les naturopathes doivent avoir. Il vous guidera en fait sur les tempéraments, sur comment bien déterminer un terrain, sur les bilans de vitalité, les signes de force vitale, la vitalométrie, etc., etc., la morphotypologie. C'est vraiment un cours à part entière. Alors, c'est plus du tout cette interface, il a changé, il a été réédité depuis. Maintenant, elle est beige avec une main en fait sur le dessus. Mais pour moi, c'est l'indispensable à avoir pour tout naturopathe. Alors, partie 3, on va faire un petit peu de posture. Je pense que c'est important quand on comprend l'importance d'une anamnèse d'avoir un petit peu de notion de posture et de conduite de consultation, même si ça pourrait faire l'usage d'une masterclass entière. Hein. Mais pour moi, c'est important. Donc, quand vous êtes dans une posture de thérapeute, dites-vous que l'essentiel, c'est de toujours positiver ce que la personne fait. Vous êtes là pour lui faire changer de vie, changer d'hygiène de vie. Si vous lui dites, si par exemple votre client il vous dit je fais que 1 heure de marche par semaine, je vais pas lui dire ah mais c'est nul, enfin vous vous rendez compte, c'est bidon ce que vous faites. Non, mais c'est génial déjà que vous faites 1 heure de marche par semaine. Il y a des personnes qui ne font rien. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de continuer et d'en faire encore plus. Donc, on est toujours dans une posture où on va être positif. La personne, elle va me dire, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Toujours positiver en fait ce qu'elle peut faire au quotidien. Déjà, ça va le mettre dans une atmosphère de confiance. Ça va permettre de tisser un lien de confiance avec la personne en face. Et c'est déjà bien tout ce que vous faites.
Maintenant, on va travailler pour que vous en fassiez plus. Mais l'objectif, en tout cas pour moi, c'est de toujours encourager de façon positive les consultants. Et c'est comme ça, en fait, que sincèrement, j'ai vu le plus de résultats dans mon cabinet. Parce que les personnes, quand ils se sentent encouragés dans une atmosphère positive et qu'on met le point sur tout ce qui est positif dans leur vie, ben, du coup, ça se passe mieux. Si par exemple la personne m'a dit oui, je mange ça, oui, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger, je sais pas moi. Je sais que par exemple, il y avait une personne que j'avais en cabinet qui tous les midis elle mangeait un sandwich. Ouais, il n'y a pas de souci, mais vous mangez un sandwich. Ben ok, elle me disait surtout, je ne voudrais jamais changer mon sandwich. Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez garder votre sandwich. Par contre, à côté, vous allez me rajouter un petit peu de crudité. Le sandwich, au lieu de prendre un sandwich Sodebo de supermarché, vous allez prendre un sandwich de boulangerie ou vous allez le faire vous-même. Mais il n'y a pas de souci, en fait. Voilà, c'est de toujours dédramatiser ce qu'il y a, en fait. Une bonne posture à avoir. Il y a la notion aussi pour moi qui est très importante, c'est le non-jugement. Dites-vous bien que dans votre cabinet, vous allez entendre de tout et de n'importe quoi. Moi, dans mon expérience, j'ai entendu de tout et de n'importe quoi. Je reprends souvent cet exemple. Moi, ça a été une consultation pour laquelle je n'ai pas été assez armée parce que je venais tout juste de m'installer. En plus de ça, c'était un des premiers consultants que j'ai eu. Mais une fois, j'ai eu quand même un homme qui est venu au cabinet et qui m'a raconté l'histoire de son fils qui était pédocriminel et il le défendait en fait. Il défendait son fils en disant que c'était pas vrai, que c'était cette jeune fille de 13 ans qui l'avait charmé, et que son fils n'était pas un pédophile, etc. Donc dites-vous bien que dans votre cabinet, vous allez entendre de tout et de n'importe quoi. Surtout quand vous êtes dans un cabinet comme moi de campagne. Moi, des petites mamies qui viennent me raconter leurs opinions politiques, leur raconter des choses mais complètement qui sont pas entendable, dites-vous bien qu'il faut dissocier votre morale, vos idées, et que au contraire, en fait, quand ils se livrent comme ça à vous, vous avez des informations à retirer de ça. Ok, très bien, vous me donnez cette information, qu'est-ce que moi je peux en faire en fait en tant que thérapeute? Est-ce que je ressens, est-ce que vous, dans cette information que vous me donnez, vous êtes en colère? Ok, vous êtes en colère, quelle est cette émotion-là et comment ça se passe pour vous? Est-ce que l'émotion de colère c'est quelque chose que vous vivez beaucoup, etc., etc. Moi, ça peut me permettre en fait de jongler derrière. Mais il y a cette notion de non-jugement. Vous ne devez pas juger la personne, vous ne devez pas juger tout ce qu'elle peut vous dire, toutes les idées qu'elle peut vous exprimer. Alors, après, ça c'est personnel, mais c'est mon petit tips à moi, on va dire, pour que vos premières consultations elles se passent bien. Moi, je suis une négociatrice. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand par exemple, ça c'est le cas que j'ai le plus en consultation, c'est les personnes qui ne veulent pas faire de sport dans leur quotidien. Non, mais moi je ne fais pas de sport. Ok, très bien, vous ne voulez pas faire de sport. Mais par contre, est-ce que si on met en place des processus d'automassage, moi le but quand vous faites du sport, c'est de faire travailler le lymphatique, de faire travailler le circulatoire et de faire travailler le respiratoire. C'est les trois systèmes qu'on vise à chercher lors d'un exercice physique. Ok, très bien. On ne peut pas le faire travailler par le sport. Par contre, si on met en place des automassages qui vont faire travailler le système lymphatique et le système circulatoire et qu'on met des exercices de respiration, on va faire un peu ce qu'on appelle du sport de feignant. Moi, mon but, c'est pas d'essayer de leur dire non, mais en fait, il n'y a que le sport à faire pour... Alors oui, il n'y a que le sport à faire. Mais moi, mon objectif, c'est de les aider à aller mieux dans leur quotidien. Au plus ils vont aller mieux, au plus ils vont vouloir faire de choses dans leur quotidien. Pareil, j'ai mis l'exemple de cette personne qui, chaque midi, elle mangeait un jambon beurre et pour elle, c'était comme ça et ça resterait comme ça toute sa vie. Ça faisait 50 ans, elle a été salariée toute sa vie et elle a toujours eu que 30 minutes de pause. Et même qu'elle était à la retraite, elle disait « je mange mon jambon beurre midi, c'est comme ça et ça ne changera pas. Et je ne le changerai pas. » Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'on peut négocier le jambon beurre? Est-ce qu'on peut rajouter des crudités à côté? Est-ce qu'on peut avoir un pain qui soit de meilleure qualité quand même? Un jambon qui soit de meilleure qualité quand même? Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Vous gardez votre jambon beurre. Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose à côté qui soit de meilleure qualité, quoi? Donc, pour instaurer un climat de confiance avec votre consultant, ne jugez jamais.
Ne jamais couper la parole également. Ça, vous allez l'avoir en tant que consultant. Des consultants qui viennent, et moi, ce qu'ils font, ce que j'appelle une diarrhée verbale. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tout vous relater, toute votre vie, toute leur vie, en fait. Pendant la consultation, vous n'allez pas réussir à en placer une, mais on ne coupe jamais la parole. On laisse, en fait, exprimer ce qu'il y a à exprimer. On est positif face au client et on le rassure. On observe son consultant dans la communication non verbale et tout ce qui peut être insidieux à faire, et on ne force pas le consultant à vous raconter quoi que ce soit. Moi, en début de consultation, je mets toujours le cadre. Je dis, voilà, aujourd'hui, première consultation, je vais vous poser plein de questions. Je ne vous oblige en quoi que ce soit de me répondre. Si vous n'avez pas envie de me répondre, vous me le dites et c'est pas grave, on passe à une autre question. Pour moi, c'est important et ça permet de rassurer la personne qu'elle ne se sent pas obligée en fait de raconter quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Je sais que ça fait beaucoup. Je sais que vous l'aurez en PDF, il n'y a pas de souci. J'envoie ça à Flavio juste après qui vous l'enverra. Mais est-ce que vous avez des petites questions sur comment... J'espère en tout cas que je vous ai bien aiguillé. Combien de temps dure une consultation? Alors, la première consultation, vu qu'on a beaucoup de questions à faire, moi, généralement, elle dure 1h30. Mais les autres consultations, les consultations de suivi, elles vont plus durer 60 minutes, 1 heure max, vraiment. Il y a certains naturopathes qui, pour éviter que la première consultation dure 1h30, ils vont envoyer un pré-questionnaire à leur consultant avec toutes les notions, toutes les questions un peu biologiques, etc. Donc, les notions antécédents médicaux, etc., etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que le fait de poser ces questions-là d'antécédents médicaux, etc., etc., c'est justement le lien qui permet de construire avec le consultant et cette confiance, en fait. Donc, moi, je le fais pas, mais il y a des naturopathes qui le font. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Franchement, c'était super, hein. Non. J'espère. Non, sincèrement, là, c'est... Tu sais, des fois, le thème masterclass, il est utilisé dès que quelqu'un fait une prise de parole. Là, je pense que c'est la définition qu'il y aurait dans le dictionnaire de masterclass, hein, ça, sincèrement. J'espère. Mais moi, j'ai tellement de choses à dire. En fait, je suis vraiment passionnée de mon métier, donc... Ouais, je pense que là, tu nous as retourné le cerveau. On est prêt pour, pour réécouter ce live. Alors, comment peut-on être naturopathe et se spécialiser vraiment pour un sujet, par exemple le microbiote? Alors moi, ce que je te conseille, Jessica, c'est la posture à adopter quand tu souhaites te spécialiser sur un sujet. C'est, tu sais que ce sujet, tu vas devoir le retourner dans tous les sens et c'est d'être toujours avec un esprit critique. Donc, n'hésite pas à lire plein de livres, n'hésite pas à faire plein de formations différentes sur le microbiote. Il faut toujours en fait chercher à s'actualiser. Moi, je sais que je me suis spécialisée dans tout ce qui peut être maladie auto-immune parce que je suis moi-même atteinte d'une maladie auto-immune, mais je suis toujours à la recherche d'un nouveau bouquin qui peut m'apprendre quelque chose, etc., etc. Alors, le livre, c'est le livre de Daniel Kiefer. Daniel Kiefer, donc c'est Bilan de santé, il s'appelle. Mais tous les livres de Daniel Kiefer, je vous les recommande, vraiment. Tu peux le trouver sur Vinted, les anciennes éditions, mais c'est pas très dérangeant comparé aux nouvelles éditions. Pour pas très cher, généralement pour 10-15 euros, tu l'as. Mais neuf, il coûte quand même 30 euros. Merci à vous en tout cas. Après, je sais que j'ai fait un peu un bourrage de crâne, hein, j'en suis consciente. Donc, il peut y avoir des questions qui vont arriver dans les prochains jours. Je suis là pour y répondre, surtout vous n'hésitez pas. Ouais, non, mais t'as raison. Je pense que là, tout le monde va avoir des questions au fur et à mesure de la semaine. Le Discord à l'écrit sert à ça. Ouais. Donc, allez-y, lâchez-vous. C'est ça. C'est ça, vous n'hésitez pas, je suis là, vous pouvez, sur les canaux naturopathie, etc. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci à vous. Je sais que Flavio, généralement, il nous demande 4-5 slides, mais moi, je peux pas faire rentrer tout en 4-5 slides. Je suis désolée, j'ai trop de choses à dire. Ah non, bah alors, attends. 4-5 slides, c'est vrai que ça a été un chiffre qui a été choisi au hasard. Effectivement, pour ce sujet,
Ça me semble. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment parfait ce que tu as fait. Impossible. Puis c'est tellement. Enfin, je veux dire, là, voilà, genre, je pourrais tellement dire d'autres choses, quoi, sur les questions à poser et pourquoi poser ces questions-là. Enfin, je pourrais faire une masterclass par sphère, quoi. Non, mais c'est top. Trop bien. Mais écoute, je sais pas si les gens ont encore des questions. Je vois que là, c'est plus des remerciements, ce qui fait très plaisir, Ouais. au passage. Oui, Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir été là et d'avoir participé. ouais, tu vois, j'ai l'impression que là, je crois qu'on a tous le cerveau cramé hein, par tout ce que tu... Non, franchement, c'était très intéressant. Ça m'a été demandé, donc oui, oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir la rediffusion du live et du support d'un masterclass. Donc là, Eva va me l'envoyer dans la soirée, comme ça, demain matin, je vous le mets à disposition. Et puis, Eva, je pense qu'on peut tous te remercier encore une fois pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Et merci à vous, en tout cas. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Bah, écoute, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de poser vos questions sur le Discord tout au long de la semaine. Merci encore, Eva. Merci vraiment. Je suis là. Merci à vous. Allez, ciao tout le monde.